Bonjour et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Vous écoutez l'épisode 8 enregistré avec Claire Schwertzmann, pareuse et maréchale. Durant près d'une heure, on a abordé le thème des pieds nus qui fait si souvent débat dans le monde de l'équitation. On a essayé d'être le plus objectif possible pour vous donner un maximum d'informations afin que vous puissiez vous occuper au mieux des petits petons de vos chevaux. On a évoqué les facteurs qui peuvent influencer le sabot du cheval et Claire nous a expliqué pourquoi elle se bat contre certaines idées reçues qui peuvent faire souffrir les chevaux. Bonne écoute et n'oubliez pas de pied, pas de cheval. Salut Claire, merci d'avoir accepté mon invitation. Hello. Alors ensemble, on va aborder un thème assez délicat qui suscite toujours pas mal de débats animés dans le monde de l'équitation, les pieds nus. Et puis on va essayer de décortiquer un peu tout ça grâce à tes compétences pour amener le plus d'informations possible à ceux qui nous écouteront en toute bienveillance, je l'espère. Alors j'ai vraiment beaucoup de questions, on va essayer d'être assez court mais ça promet d'être un peu difficile. Pour commencer, comment est-ce que tu es arrivée à t'occuper des pieds nus des chevaux ou des pieds des chevaux déjà ? En fait, j'ai commencé parce que quand j'ai acheté mon cheval, donc il était ferré, il est arrivé dans une écurie et la fille qui était là, c'est devenue une amie d'ailleurs, m'a dit « Mais pourquoi tu as ferré ton cheval ? Pourquoi tu ferres ton cheval ?» Puis je me suis dit « Mais effectivement, c'est une bonne question. » Puis du coup, je l'ai déferré et puis comme il avait quand même des problèmes de pinces très longues, j'ai commencé à le parer régulièrement une fois par semaine. Donc raccourcir cette pince gentiment et puis après parer un tout petit peu les talons et en fait de fil en aiguille j'ai continué comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à me renseigner sur internet, à acheter des livres, à aller faire des stages. Donc j'ai vraiment commencé par le pied nu. Et ensuite, j'ai cherché en fait à faire une formation qui était reconnue en Suisse, ce qu'il n'y avait pas dans le parage. Donc j'ai fait de la maréchalerie. Et donc c'est un apprentissage de 4 ans. Et donc j'ai fait cet apprentissage de 4 ans et qu'en maréchal, j'ai eu vraiment de la chance d'être tombée sur quelqu'un qui était très ouvert d'esprit. Et puis qui prenait vraiment du temps pour les chevaux et pour leur bien-être. Et puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié en fait dans cette formation-là. Et le fait aussi de faire vraiment beaucoup de chevaux en fait, vu que c'est une formation à 100% pendant 4 ans. Donc on a entre 5 et 10 chevaux par jour, pas forcément ferrés, mais quand même pas mal de chevaux par jour. On voit l'évolution aussi des pieds. Et voilà, du coup, je pense que c'est une très très bonne formation dans le sens où il y a vraiment l'expérience et vraiment le fait d'être avec quelqu'un qui remet quand même toujours tout en question. Ça m'a aidé aussi à vraiment évoluer dans le bon sens. Et puis après, on a aussi fait des stages. J'ai fait des stages à la clinique de B avec des vétérinaires, des maréchaux. J'ai fait des stages chez Julien Hauser à Estavayer, donc le maréchal des JO, avec Stéphane Berly. Donc il y a aussi, c'est un peu plus la maréchalerie moderne, qui est vraiment hyper intéressante et qui pour moi a beaucoup plus de lien avec le pied nu que l'ancienne maréchalerie. Donc c'était en fait pas du tout ton métier, ton premier métier. Non, alors je suis graphiste à la base. Et en fait, j'ai changé parce qu'il n'y avait pas tellement de boulot dans le graphisme. Et puis aussi parce que rester 24 heures sur 24 devant un ordi, ça ne me convenait pas vraiment. Même si j'aimais vraiment le métier, il fallait vraiment un métier où j'étais un peu plus dehors et un peu plus à bouger. Et ce que j'aime bien aussi avec le pied, c'est que justement, il y a une espèce d'évolution en fait, qu'on peut voir, qu'on peut constater. Et c'est ça qui m'intéresse. Et surtout, vraiment le bien-être du cheval et de voir que le cheval va mieux, c'est hyper valorisant, quoi. Et là, donc, tu as déjà un petit peu parlé des formations que tu as fait, mais est-ce que tu peux un peu développer où tu en es dans tes formations ? Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais comme
comme métier, comment ça se traduit dans ton organisation? J'avais fait des formations à l'époque qui étaient plus avec Pete Ramey, qui est un maréchal en fait américain qui fait que du pieds nus. J'avais fait des stages à droite à gauche, mais à l'époque il y avait quand même beaucoup moins en fait de pieds nus que maintenant en fait. Aujourd'hui en fait je suis encore à 70% chez un maréchal. C'est franchement une formation continue quand on travaille là-dedans, parce qu'on voit plein de cas différents de chevaux, et puis quand il y a quelque chose qui joue pas ou qu'on n'arrive pas à trouver une solution, ben on va ailleurs, on va chez le collègue pour trouver des meilleures solutions pour le cheval. Donc on est tout le temps en fait à remettre en question les choses. On travaille beaucoup avec les vétérinaires, les ostéopathes. Donc pour moi c'est ce qui fait aussi partie de la formation. On est tout le temps en train d'évoluer quoi. Et du coup à côté, je me suis mise à mon compte et j'ai développé en fait la vente de boots. Donc je me déplace avec mon camion et puis je vends des boots, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux pieds nus, mais ils ont quand même dans l'idée que les boots c'est vraiment encombrant, c'est pas pratique, etc. Donc, et puis ils se retrouvent à avoir des boots trop grandes, trop petites, enfin bref, qui blessent, qui tournent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, parce que les gens ils sont un peu perdus quoi. Donc, et donc tu pars aussi les chevaux quand tu... Alors ça dépend, des fois j'arrive, c'est un autre maréchal ou quelqu'un d'autre qui part, et puis des fois c'est des clients à moi en fait, du coup ou alors je propose de parer le cheval avant de faire le test de boots, parce qu'il faut quand même pour tester les boots, il faut quand même que ce soit fraîchement paré. Donc voilà, du coup j'ai les deux compétences quoi. Et on sait qu'il y a pas mal de méthodes de parage pour les pieds nus. Est-ce que toi, tu pratiques une méthode en particulier, ou est-ce que tu as fait un peu ta méthode en mélangeant plusieurs choses? Je pense que c'est faux d'avoir une méthode en fait en particulier, sachant que chaque cheval est différent, ça on le sait. Après, bien sûr qu'il y a des bases en fait, parce que le parage, c'est quand même de la physique pure et dure. Donc voilà, mais par contre, c'est sûr que d'avoir une espèce de systématique dans le parage, je pense que c'est vraiment pas quelque chose de juste quand on travaille avec du vivant. Parce que dans le vivant, on a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'alimentation, il y a la détention, il y a la génétique. Et ça, il ne faut pas oublier la génétique, c'est hyper important. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Malheureusement, en fait, on a sélectionné des chevaux, pas pour leurs pieds, mais pour leurs compétences sportives. Et du coup, on a éliminé en fait la sélection naturelle. Et dans la nature, on nous dit toujours oui, mais le cheval dans la nature, il est pieds nus. Certes, mais le cheval dans la nature, si un cheval qui naît avec des mauvais pieds, il meurt et puis il se reproduit pas. Donc la plupart de nos chevaux domestiques, on les met dans la nature, je suis pas sûre qu'ils survivent. Donc il faut juste pas oublier ça et se dire que oui, on peut avoir un cheval pieds nus, et encore, pas forcément toujours, ça dépend ce qu'on fait. Mais il va falloir l'aider un peu aussi pour qu'il soit bien, parce que je vois trop de chevaux qui souffrent en fait. Puis ça, c'est un truc qui me touche particulièrement, de voir beaucoup de chevaux pieds nus qui ont mal aux pieds et qui sont pas bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens appellent l'ostéo parce qu'il se coince, il a mal un peu partout, puis ça va pas quoi. On va donc parler maintenant un peu plus des pieds nus en particulier. Déjà, première question, qu'est-ce que c'est les avantages d'avoir son cheval qui est pieds nus? Que ça devrait être, en tout cas. Les avantages, c'est que ça ne défère pas. Comme je vois, vu que je suis quand même encore dans la maréchalerie, là, ces derniers mois qui ont été vraiment catastrophiques au niveau de la météo, il y a tellement de gens dont les chevaux ont perdu les fers, c'est une catastrophe, quoi. Et puis, il y en a qui ont dû mettre pieds nus parce que, après, il n'y a plus de pieds, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, pour mettre en fer, on a besoin de la paroi. Et du coup, par exemple, là, je pars un peu sur autre chose, mais par exemple, un cheval qui a beaucoup d'évasement, etc., ça va être plus difficile à le traiter
en ferrage qu'en parage. Parce qu'en parage, on peut râper cette paroi qui est évasée, parce qu'on n'en a pas besoin en soi, entre guillemets. Mais en ferrage, moins en fait. Du coup, en ferrage, j'ai l'impression qu'on va garder plus facilement une certaine forme de pied. Qu'en parage, on va avoir vraiment en fait le pied qui va s'adapter un tout petit peu en fonction et de ce qu'il y a en dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'il y a en dessus du cheval, c'est hyper important. Enfin, au-dessus des pieds, c'est hyper important. Donc on aura, par exemple, un cheval qui a un certain aplomb. Alors maintenant, justement, la maréchalerie moderne, elle va aller dans le sens du cheval et pas chercher à corriger le cheval. Donc ça, c'est déjà quand même une évolution par rapport à avant. Mais l'avantage du pied nu aussi, c'est que en fait, le pied, en fait, il va s'user comme le cheval est bien. Donc, s'il est cagneux, il va s'user plus à l'externe. Et puis voilà. Alors nous, le travail du parage, c'est d'égaliser un peu tout ça. Mais en général, de ce que j'ai vu, en tout cas jusqu'à présent, le cheval s'use de manière juste. Et du coup, il va aussi avoir plus d'amplitude, pour autant qu'il ait pas mal au pied. Le pied bouge presque en 5 dimensions, enfin pas presque, mais il bouge en 5 dimensions, ce qui n'est pas le cas quand on met en fer, vu que c'est rigide. C'est comme si on portait des sabots, voilà, en bois. Et du coup, le fait d'avoir ce pied qui peut bouger en 5 dimensions, ça permet aussi au cheval d'être beaucoup plus souple dans ses allures. Et ça, c'est ce qu'on m'a souvent dit, c'est que le cheval est beaucoup plus aérien quand il est pieds nus. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a beaucoup de chevaux de dressage qui sont mis pieds nus, en fait. Ouais. Est-ce que ça peut aussi changer un peu la proprioception du cheval, qui peut être plus habile dans des terrains un peu compliqués ou Alors, honnêtement, je crois que j'ai pas, moi, la capacité de te répondre, parce que je l'ai pas vu par moi-même. Et encore une fois, il faut que le cheval il ait des assez bons pieds pour pas avoir mal sur les cailloux et puis de se dire là. Mais peut-être, parce que j'ai entendu les théories comme quoi un pied ferré c'est un pied un peu mort. Oui et non. Justement, c'était ma prochaine question. On dit qu'un pied nu c'est un pied qui est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que concrètement c'est correct? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que un pied nu va être naturellement beaucoup plus chaud qu'un pied ferré. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on le voit dans les thermographies. Un pied ferré, c'est tout bleu, et un pied nu, il y a plus de circulation qui se fait. Maintenant, le pied ferré n'est pas mort, mais je crois que j'ai pas les compétences vétérinaires pour répondre à cette question, mais ce que je peux dire, en tout cas de ce que je vois, c'est que vraiment c'est plus chaud en fait, naturellement, et du coup il faut vraiment pas paniquer quand il y a des gens qui défèrent leur cheval. Ils disent il a un pied chaud, mais c'est normal. C'est plus ou moins normal. Tant qu'il pulse pas, s'il y a des pulsations, ça veut dire qu'il y a inflammation, et là oui, ça peut poser problème. T'as déjà un petit peu évoqué quelques critères, mais qu'est-ce qui peut influencer la qualité du sabot d'un cheval? Alors, des millions de facteurs, en fait. Déjà la génétique, ça c'est vraiment pour moi le point principal. Il y a l'environnement aussi, le cheval dans lequel il évolue. La détention, forcément. L'alimentation, ça c'est sûr et certain aussi. La météo, forcément, c'est pour ça que ça c'est quelque chose qui me fait souvent sourire, c'est que tous les pieds magnifiques qu'on voit sur Internet, etc., c'est des pieds en fait qui sont dans des pays plutôt chauds, pas tellement humides. Des pieds de Mustang, je veux dire, c'est dans des terrains quand même très secs, etc. Donc c'est des pieds très durs, très compacts. Ici, on est dans un pays qui est quand même très humide. Et du coup, les pieds, faut pas rêver, ils sont pas aussi beaux. Et ils peuvent casser dans tous les sens. Ils vont être beaucoup plus larges, moins compacts. Ça peut être plus mou aussi. Donc la météo, il y a aussi les saisons. Parce que en été, vu qu'il fait chaud, il y a plus de circulation sanguine dans le pied. Et du coup, ça pousse plus. En hiver, il fait froid. Franchement, ça pousse vraiment beaucoup moins qu'en été. Donc si on a un parage à toutes les 6 semaines, on peut passer presque à 8 voire 9 suivant la température qu'il fait dehors. Et aussi évidemment l'usure du pied selon où il se trouve, quoi.
Après, il y a aussi évidemment l'utilisation qu'on en fait. Si on est en balade 5 fois par semaine sans boots, voilà, il y a, si on fait du saut, du dressage, ça va évidemment changer. Il y a les problèmes physiques du cheval, si c'est un cheval naviculaire, si c'est un cheval fourbu. Parce que la fourbure, ça peut aussi changer la qualité de la corne aussi. Hein. Donc voilà. Et puis le propriétaire, les soins qu'il va prodiguer à son cheval. Le professionnel qui s'occupe du cheval, forcément, ça a aussi une influence. Enfin voilà, j'ai dit une petite partie, mais je pense que j'ai assez bien résumé la chose. Donc quand on a un cheval pieds nus, ou d'ailleurs même s'il est ferré, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent influencer sur le sabot. Puis ça, des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu. Oui, on l'oublie. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tous ces facteurs, après, ils se mélangent aussi. Donc c'est pas juste un facteur, puis l'autre. C'est vraiment plein de facteurs différents qui vont rentrer en ligne de compte. Puis c'est ça qui est hyper difficile pour nous, professionnels du vivant, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de tout, en fait. Et c'est assez frustrant des fois, quand même. Il y a des choses que tu ne pourras jamais changer, comme peut-être la détention, l'alimentation. Tu peux peut-être conseiller, mais est-ce que tu as aussi du coup souvent ce genre de discussion avec les propriétaires? Oui, j'imagine. Beaucoup. Il y a aussi le poids du cheval, j'ai pas dit encore, mais ça va avec l'alimentation, mais un cheval un peu trop gros, forcément, ça va aussi influencer les problèmes. Moi, j'ai vu, par exemple, un cheval qu'on ferrait depuis quand même pas mal de temps, et tout d'un coup, le postérieur gauche a commencé à complètement se tordre, et en fait, c'était un problème de foie. Ah ouais. Donc ils ont soigné le foie et le pied est revenu. Donc c'est pour dire que des fois, c'est vraiment des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. Des fois, des problèmes de dents peuvent influencer sur le pied, sur la qualité de la corne. Voilà. Après, pour moi, ça ne doit pas servir entre guillemets d'excuse pour que le cheval soit pas bien dans ses pieds. Le cheval doit toujours être bien dans ses pieds et doit toujours être confortable, quelle qu'en soit la raison, quoi. Justement, ça m'amène à la question un peu. Est-ce qu'il y a des chevaux qui peuvent pas du tout être pieds nus selon toi? Parce que c'est un peu souvent la question qu'on se pose. Il y a des gens qui disent oui, mais ils peuvent pas tous l'être. Ou bien il y a de l'autre côté des extrêmes qui disent oui, bien sûr, tous les chevaux pourraient être pieds nus. Comment toi, tu te positionnes là-dessus? Moi, je pars du principe qu'un cheval, il naît pieds nus. Donc en soi, oui, tous les chevaux peuvent être pieds nus. Maintenant, est-ce que tous les chevaux survivraient dans nos conditions et dans notre utilisation en étant pieds nus? Ça, c'est une autre question. Moi, j'ai l'exemple de mon cheval qui, pour moi, ne devrait pas être pieds nus, et pourtant il l'est, mais parce que je peux me le permettre, parce que je le soigne en conséquence. Mais c'est un cheval qui ne devrait pas être pieds nus, parce que c'est presque un des seuls. Alors, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui pourraient être pieds nus, plus qu'on s'imagine. Mais après, ça demande, évidemment, en entretien, ça demande, peut-être que des fois, il faut changer notre façon de faire. Est-ce qu'on s'imaginait faire avec son cheval ? Donc voilà, ça dépend vraiment de nouveau, il y a trop de facteurs, et du coup, c'est hyper difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'il n'y a pas de règle, quoi. Mais toi, tu es quand même dans un état d'esprit, si le cheval souffre trop, tu n'es pas contre de remettre des fers, absolument? Non, au contraire, je ne supporte pas de voir un cheval qui souffre. Et même si c'est, ma foi, je ne suis pas une pro du fer, je ne suis pas une fan, mais pour moi, si ça peut permettre au cheval d'être confortable dans ses pieds, c'est une nécessité. Est-ce qu'il y a des idées fausses sur les pieds nus, des choses que tu entends souvent, qui sont un peu des clichés véhiculés, alors que c'est pas du tout vrai? Oui, il y a un truc contre lequel je me bats et que je dis à chaque premier client que je vais avoir, si je commence à travailler avec lui, c'est le cheval ne doit pas être sensible après parage. C'est une bêtise que j'entends très souvent. Ah, mais c'est normal, s'il est sensible après le parage, il stimule son pied. Non. Un cheval, il ne doit pas être sensible après parage. Je dis toujours à mes clients, si votre cheval est sensible après parage, vous me le dites.
Faut pas se dire que c'est normal, vous me le dites, la fois d'après, je vais changer, je vais parer moins, je vais parer différemment, de façon à ce que votre cheval il soit tout aussi bien à la fin du parage qu'au début. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est hyper important, parce que, encore une fois, c'est aussi pour ça que je me suis mise à mon compte, c'est parce que je voyais trop de chevaux pieds nus qui souffraient, et je suis pas la seule à le voir. J'ai beaucoup de vétérinaires avec qui je travaille qui me disent « non, on peut plus, on est appelé pour plein de chevaux qui boitent ou qui se font des abcès, des choses comme ça, parce que souvent, en fait, de ce que je vois, souvent à cause du parage, dans certains types de parages en tout cas. Oui. Après, moi, je suis pas contre des méthodes en particulier. Par contre, je suis contre le fait que ce type de parage puisse faire souffrir le cheval. Si ce type de parage, ou si ce parage convient à un cheval et puis qu'il est bien avec ça, mais tant mieux. Mais si ça lui crée des douleurs, je suis pas d'accord, quoi. Enfin, ça devrait pas créer de douleur pour moi. On va parler un petit peu maintenant de la transition quand on a un cheval qui est efféré pendant assez longtemps. Encore un deuxième truc. Oui, vas-y. Pendant les idées fausses. Dans les idées fausses, ouais. Il y a aussi l'idée qu'il faut stimuler le pied. Ouais, ça je pense que c'est quand même très important. Mais ça va aussi avec le fait de la douleur du cheval, parce que c'est un peu ce que je vois trop souvent, et du coup j'en parle beaucoup. Désolée s'il y a des répétitions. Mais c'est vrai que j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais il faut aller dans les cailloux, il faut aller sur du béton pour stimuler le pied, etc. etc. » Alors, oui, c'est bien de stimuler le pied, mais stimuler avec de la douleur, c'est pas bon. Déjà parce que le cheval, il va se retenir et du coup, il va beaucoup moins attaquer le sol et donc beaucoup moins stimuler son pied au final. Donc moi, j'ai vu des chevaux à qui j'ai vendu des boots. J'ai vendu les boots au propriétaire. Et le cheval qui ne poussait plus des pieds tellement on l'avait enflammé, parce qu'en fait, le fait de faire ça, ça enflamme le pied. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pied enflammé, en fait, le sang ne circule plus correctement dans le pied et du coup, il va s'arrêter de pousser. J'ai vu ça très souvent. Un cheval qui a des pieds trop courts va avoir en fait un pied qui va plus pousser dû à la mauvaise circulation sanguine en fait. Oui. Et du coup le fait de mettre des boots, donc de protéger le pied, de les faire marcher le plus possible, donc oui il y a une stimulation quand même, mais une stimulation qui va être sans douleur de la part du cheval, du coup il va marcher beaucoup plus correctement, il y aura aussi moins de problèmes ostéopathiques parce que je vois souvent des chevaux qui doivent voir l'ostéo tous les 3 mois tellement ils ont mal partout. Et il y a des chevaux, ils repoussent, mais c'est hallucinant, avec des boots. Et il n'y a pas eu besoin de stimulation particulière ou douloureuse pour lui. Du moment que c'est fait sans douleur, ça va. S'il y a de la douleur, ça va pas. J'allais en parler après, mais en fait, je vais poser la question maintenant. J'en ai déjà parlé dans le podcast avec Anya, où on parlait un peu des mimiques de douleur du cheval, de comment ça pourrait se traduire. Ça, c'est quelque chose que c'est difficile parfois de voir que son cheval, il a mal au pied. J'imagine si on n'est pas un pro de la morphologie du pied, etc. Oui. Oui, parce qu'un cheval, c'est une proie dans la nature, donc il n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, sinon il se fait bouffer. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très difficile. Après, il y a des signes quand même. Des foulées qui sont très raccourcies. On voit le nez tout pincé, la lèvre supérieure qui est hyper pincée ou qui est un petit peu en avant, ou les yeux un petit peu, ou les oreilles. Enfin, il y a plein de signes. Après, le truc, c'est qu'effectivement, il faut avoir un certain feeling, une certaine connexion, entre guillemets, avec le cheval pour ressentir. Des fois, j'arrive pas à expliquer, mais je sens que le cheval est pas bien. Et je peux pas le dire, je peux pas montrer les signes. Certainement qu'ils sont visibles, mais je peux pas les décrire. Mais je sens que le cheval est pas bien. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait de vendre ces boots, c'est qu'en fait, ça m'arrive très souvent de vendre des boots et tout d'un coup, le cheval, au bout de quelques pas, alors ça dépend des chevaux, il y a des chevaux, ils lâchent pas aussi vite que d'autres, mais on les voit tout d'un coup lâcher complètement, ils secouent la tête, ils mâchouillent, et on sent qu'ils sont tellement soulagés en fait de plus avoir mal aux pieds. D'un côté, je trouve ça très triste, dans le sens où ça veut dire qu'ils ont crevé de mal pendant très longtemps. Puis d'un autre côté, le client le voit aussi. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça veut dire qu'il va faire quelque chose pour que son cheval soit bien, quoi.
Et puis comme tu disais avant, déjà d'être sensible, déjà, c'est déjà un signe de douleur. Si le cheval est trop sensible, si on sent qu'il est sensible, c'est qu'il y a déjà un problème en fait. Exactement. On va justement parler de la transition faire pieds nus. Comment ça se passe pour quelqu'un qui aimerait se lancer Ça m'est souvent arrivé en fait de déférer un cheval et de dire là ça va être chaud. Soit parce que la détention correspond peut-être pas à ce cheval-là ou aux pieds nus. Alors on en parlait justement avant où on parlait de ces stabulations en fait qui sont extrêmement abrasives pour le pied, mais pas dans le bon sens pour moi. Et du coup, on se retrouve en fait à déférer des chevaux qui finalement vont user leurs pieds beaucoup trop vite. Et du coup, de nouveau, ils ont mal aux pieds. Puis après, le pied est tellement court qu'il ne pousse plus, etc. etc. C'est un peu... Donc, il faut déjà analyser tous les facteurs que j'ai décrits avant de pouvoir mettre le cheval pieds nus, à mon avis. Et puis, c'est quoi les sols à éviter, justement ? C'est quoi moi, de ce que j'ai vu, après, je n'ai pas une expérience monstrueuse, mais c'est souvent en fait du jaune, donc c'est ce gravier un peu jaune, ça c'est la catastrophe, vraiment. Les écorastères, et ça j'aurais pas imaginé par ça, mais les écorastères c'est hyper abrasif, donc c'est plus abrasif que du béton. C'est ça que j'ai trouvé assez fou. Parce que j'ai eu l'expérience avec mon cheval qui était sur une stabulation en béton et où ça allait très bien, et qui est passé sur une stabulation donc en écoraster remplie avec du jaune et qui a les pieds qui se sont usés beaucoup trop vite. Dès le moment aussi où il y a des petits cailloux, etc., je trouve que c'est pas très bon, surtout justement dans notre environnement et dans notre pays qui est un pays très humide. Du coup, le pied, il est beaucoup plus mou que dans le sud, parce que j'ai paré des chevaux dans le sud. Je peux dire que j'avais une bonne râpe, parce que c'était assez cata à parer ses pieds, quoi. Tellement c'est dur. En Suisse, c'est vraiment... tout est mou, même en plein été, pleine canicule, c'est beaucoup plus mou que dans le sud. Donc voilà, ça c'est des sols pour moi à éviter, quoi. Et puis... Comment, après, la transition, elle se passe? Combien de temps ça prend pour qu'un cheval il soit à l'aise? Je sais pas si t'as... Alors, de nouveau, là, le temps, c'est hyper difficile parce qu'effectivement, on dit qu'il faut une année parce que c'est la pousse de la corne qui met une année. Donc, la nouvelle pousse avec un pied nu est un poil différente, effectivement. Maintenant... les choses, elles peuvent se faire extrêmement vite. Franchement, moi, je suis toujours très étonnée, en fait, de la vitesse à laquelle le pied peut se transformer, en fait. Et puis après, on peut aider le pied à se transformer un peu plus vite avec, comme je l'ai fait pour ton cheval, avec des perfect wear qui sont des bandes de résine, en fait, que je mets pour justement protéger le pied déjà, mais aussi stimuler en fait ce pied pour qu'il pousse plus vite, qu'il pousse mieux, parce que du coup ça permet aussi de corriger des choses qu'on pourrait pas se permettre de corriger sans, parce que si j'avais laissé ton cheval sans ses perfects, en fait il aurait plus marché, quoi. Très clairement, parce que j'avais vraiment bien corrigé le pied, et du coup ça permet de corriger le pied et de le protéger, et de le stimuler, etc. Donc ça peut vraiment accélérer le processus pour qu'il soit bien dans ses pieds. Mais la réponse, elle est très difficile à donner, parce que j'ai vu des chevaux, ils n'ont jamais réagi à quoi que ce soit en pieds nus. Puis après, ça dépend aussi du lieu dans lequel ils se trouvent, de nouveau. Un cheval qui va se trouver justement dans ces stabulations hyper abrasives, la transition va être beaucoup plus difficile. Tu parlais des transformations, tu fais souvent des photos un peu avant-après. Je mettrai celle de mon cheval que tu m'as envoyée hier. On précise que c'est encore une transition en cours et que c'est pas du tout... Ça fait 6 semaines. Oui, ça fait 6 semaines. C'est pas du tout un but final. Mais qu'est-ce que tu vois comme différence sur ces photos? Qu'est-ce que souvent tu traces des traits un peu? Qu'est-ce que ça amène comme changement? Alors, moi je fais ça surtout pour moi à la base parce que j'ai besoin en fait d'avoir
des points de repère en fait dans l'évolution des pieds. Et c'est aussi dans ma recherche personnelle où je me dis, mais c'est vrai qu'il y a des saisons typiquement où les pieds sont moins bien, des saisons où les pieds sont mieux. Tout d'un coup, il va évoluer hyper bien, ou tout d'un coup, ça va devenir vraiment catastrophique, dû à tous ces facteurs qu'on a décrits avant. Et puis, ce que je vois principalement en fait quand je déferre les pieds, c'est la fourchette. Ça, c'est le premier truc, ce qui est assez logique, étant donné que la fourchette n'est absolument pas utilisée quand le pied est ferré. Donc ce qui se passe, c'est que souvent la fourchette, elle va prendre de la place, vraiment, par rapport au pied. Les talons qui sont sur un pied ferré, ils vont être beaucoup plus fermés. Quand on a un pied nu, eh ben, ils vont s'ouvrir, les talons. L'autre différence que je trouve assez impressionnante, c'est quand on voit les photos du coup de profil. Les talons sont souvent moins fuyants quand ils sont pieds nus que quand ils sont ferrés. Donc ils se remettent plus facilement à leur place, dû au fait qu'en fait toute la pression en fait sur le pied ne repose plus que sur la pointe des talons, mais sur l'ensemble en fait, pointe des talons, fourchette, etc. Donc tout l'arrière du pied vraiment prend la charge en fait. Et ça fait que du coup le talon se remet à sa place. Et puis après évidemment la qualité de la corne est quand même bien meilleure, ça c'est sûr. Je trouve que les chevaux ont une meilleure position en fait, pour autant qu'ils aient pas mal. Ils ont une meilleure position, je trouve. Et ils se redressent. En fait, ce que je remarque souvent, c'est que pour des chevaux qui ont vraiment des pieds qui sont des chevaux très long jointés, qui ont des pieds très longs en pince, etc., ils se redressent plus facilement en fait en pieds nus, sauf mon cheval. Apparemment, c'est un peu une exception. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Donc, c'est grâce à son exception que j'ai fait ce métier. Donc, Bon, on a déjà un petit peu parlé de mon cheval et de ce que tu as dû mettre en place pour le soulager. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent avant d'éventuellement penser à referrer un cheval ? Oui. Moi, je crois quand même aux pieds nus. Donc je prône le pied nu, entre guillemets, sans pour autant cracher sur le ferrage, parce que pour revenir à mon cheval, pour moi, le seul moment où il a eu des pieds magnifiques, c'est quand j'ai ferré chez Julien Hauser avec... c'est un ferrage très, très compliqué, avec des saules compensés, du silicone, des plaques, des machins, des trucs, mais il avait un pied magnifique, comme j'ai jamais vu. Donc, c'est juste pour bien préciser que le ferrage ne crache pas du tout dessus. Maintenant, je réponds aussi à une certaine demande, en fait, dans le monde du cheval. De plus en plus de gens, en fait, veulent mettre leurs chevaux pieds nus. Et en fait, j'aimerais répondre à cette demande sans que le cheval en pâtit, en fait. C'est ça mon but. Donc, c'est perfect ouf, c'est un peu une solution de secours, entre guillemets. Exactement, ouais. Effectivement, je fais ça avant de... Ça m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un de ferrer son cheval après avoir mis des perfects, mais parce que c'était une cliente qui était sur Genève et puis que moi je pouvais pas suivre en fait son cheval régulièrement. Autre question, est-ce qu'un cheval qui a été ferré toute sa vie, on s'entend qui a déjà un certain âge, c'est plus compliqué de revenir à un pied nu ou pas forcément d'après ce que tu as pu constater ? Non, c'est pas plus compliqué. Après, ça va peut-être dépendre aussi de l'âge du cheval, s'il a des problèmes type Cushing, type métabolique. Mais ça, il peut avoir été pieds nus toute sa vie, ça va poser les mêmes problèmes. Donc non, pour moi, c'est pas entre guillemets une excuse pour pas déferrer son cheval. Ouais. Il y a plein de gens, ils les déferrent quand ils arrivent à la retraite et ça se passe très bien. On va parler un petit peu des boots ou bien hippo-sandales. J'avais une question qui m'avait été posée sur le sujet. Toi, quelle marque tu recommandes et puis pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que tu vois dans l'évolution de ces boots ? Moi, j'avais commencé avec mon cheval avec les Old Mag chez eux, qui étaient des boots comme je pense que beaucoup de gens connaissent, ces espèces de grosses chaussures de cosmonautes énormes en tissu qui sont très lourdes et très encombrantes. Et moi, quand j'ai lancé en fait ce business, c'est que je voulais des chaussures tout l'inverse de ça, c'est-à-dire des chaussures hyper légères, qui soient hyper faciles à mettre, parce que j'entendais trop de gens qui me disaient « Ah ouais, mais moi je veux pas déferrer mon cheval parce que les boots, c'est chiant à mettre. »
Non, les boots, c'est moins cher à mettre qu'une guêtre, quoi. Enfin, en tout cas, celles que je vends, parce que je les ai vraiment sélectionnées pour ça. Donc, d'ailleurs, celui qui a créé les Old Mac que j'avais est celui qui a créé ces nouvelles chaussures que je vends, qui sont les Scout Boots, qui sont très connues et très, très appréciées, en fait. C'est celles que je vends le plus, d'ailleurs. Et elles sont ultra légères, fines, très faciles à mettre. Il n'y a pas de réglage à faire. Il y a beaucoup de taille. Donc ça, c'est aussi un sacré avantage. Alors bon, après, c'est sûr qu'un cheval lourd, ça va être plus compliqué, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime bien dans cette marque, c'est que tout est ouvert aussi, donc il n'y a pas de risque en fait que le pied s'enferme dans une boot et puis que ça pourrisse, etc. Voilà. Et ce qui est aussi pratique, c'est que même si on va dans une rivière ou quoi que ce soit, vu qu'il n'y a pas de tissu, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Après, donc celle-là, c'est celle que j'aime le plus. Les deuxièmes, c'est les Flex Boots, qui sont vraiment hyper bien aussi, qui sont complètement flex dans tous les sens. Par contre, le défaut, c'est que elles vont s'user beaucoup plus vite, forcément. Mais sinon, je les trouve très bien, très faciles à mettre, justement pas encombrantes non plus. Et les troisièmes que je vends un peu moins, parce que du coup, je les trouve maintenant presque trop lourdes, c'est les Floating Boots, que j'aime bien, qui sont très faciles à mettre aussi. Elles sont un peu plus épaisses en fait, mais c'est vrai que ce qui est bien dans celles-là, c'est que du coup, on peut vraiment les utiliser. Pour les user, il faut y aller quand même. Ouais. Et puis surtout, on peut changer chaque partie de la boot, on peut la changer sans devoir changer toute la boot. Donc c'est les 3 boots que je vends parce que j'estime que c'est celles qui sont le moins encombrantes et les plus faciles à mettre. Et surtout, je trouve que c'est celles qui tiennent le mieux au pied, qui tournent le moins. Donc voilà. On va parler un peu plus précisément du parage maintenant. En quoi ça consiste vraiment le travail d'une pareuse quand tu viens pour l'entretien ? Si par exemple je viens pour la première fois pour un cheval ou plutôt sur la durée, okay. Sur l'entretien, quand tu viens, qu'est-ce que tu dois faire Bon déjà, dès le moment où je vais chercher le cheval au box ou que la personne me l'amène, je jette toujours un coup d'œil à sa façon de marcher en fait. Comment il pose le pied, est-ce qu'il pose en 2 temps, est-ce qu'il est cagneux, est-ce qu'il est panard. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que ça va aussi me donner une indication. Donc je vais regarder le cheval marcher et ensuite en regardant le pied en fait je vais regarder la forme du pied, après il y a des signes aussi quand il y a des petites cales à certains endroits, qu'est-ce que ça veut dire, enfin analyser aussi chaque point en fait du pied, est-ce qu'il y a des hématomes, voilà, et la pousse aussi, comment le cheval va pousser, comment est-ce qu'il va user son pied naturellement, et toutes ces petites choses en fait vont faire que je saurais comment parer le cheval, en gros. Donc, le but pour moi, en fait, c'est de parer le cheval comme il le ferait, lui, naturellement, s'il avait été dans un sol abrasif, tout en étant... voilà, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. C'est ça qui est hyper difficile, c'est que c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas aller trop dans un sens... dans le sens du cheval et pas aller dans l'inverse et pas vouloir chercher à corriger. Ça, il n'y a rien de pire que de vouloir corriger. Alors un pied nu, ça aura moins d'influence parce que du coup, comme le pied est souple, ça sera plus facile. Mais en ferrage, par exemple, ça peut vraiment créer des problèmes, quoi. Donc on n'essaye pas forcément de corriger, ça c'est aussi, je pense, une idée un peu reçue, non ? En fait, oui, effectivement. En fait, on peut corriger un cheval de 0 à 6 mois. Après, c'est fini. Après, tous les os en dessus vont pâtir de la correction en dessous. Parce que les os, ils sont fabriqués, ils sont là. Toutes les articulations sont là. Donc, de vouloir absolument chercher à corriger un cheval, ça va potentiellement créer des problèmes en dessus, en fait. Ça peut créer des pincements articulaires, ça peut... voilà, peut-être qu'ils ne vont pas se voir tout de suite, mais petit à petit, ça peut vraiment créer des problèmes. Mais encore une fois, il y a moins de problèmes dans le pied nu que dans le ferrage. C'est plus délicat en ferrage, sachant que on fixe en fait un certain aplomb, quoi. Justement, tu pars un cheval que tu vas ferrer ou un cheval pieds nus, c'est paré très différemment ? Je pense que je me permets peut-être d'enlever un tout petit peu plus un cheval ferré, mais sachant qu'il pousse aussi un peu plus, forcément, vu qu'il n'use pas.
en cheval pieds nus, mais bon, en cheval ferré aussi, je vais pas toucher à la sole, je vais vraiment toucher le moins possible. Et ça, c'est ce que je disais avant par rapport à mon patron que j'ai eu de la chance d'avoir, c'est qu'en fait, on a une façon de parer où on enlève vraiment le moins possible. Et ça, c'est aussi la nouvelle maréchalerie, c'est ça, c'est qu'on enlève vraiment que ce qu'il y a besoin. Et ça, j'aime bien vraiment cette façon de faire. En fait, oui, plus ou moins, je vais parer la même chose. Je vais juste faire un petit roll. C'est juste ça qui diffère. Et puis, les évasements, effectivement, je ne vais pas les traiter de la même manière. Parce que, comme je disais avant, dès qu'un pied s'évase un tout petit peu, en pieds nus, je vais pouvoir râper cette paroi et puis vraiment presque enlever l'appui en fait, de cette paroi sur le sol pour que le cheval ensuite puisse pousser correctement. Ça, c'est des choses que je fais. Par exemple, ça peut être fait juste peut-être les premiers parages ou les 2 premiers parages. Après, il n'y a plus besoin. Mais en ferrage, non, je ne vais pas faire ça, par exemple. Il y a quelques petites différences, mais en soi, c'est comme je disais au tout début, c'est que pour moi, le parage, c'est quand même de la physique presque pure et dure. Presque, hein, d'accord. Mais donc, il y a des règles quand même assez de base qu'on ne peut pas déroger, quoi. Et puis bon, toi tu l'as fait parce que c'est devenu ton métier, mais est-ce qu'on peut apprendre à parer soi-même son cheval ou est-ce que c'est quand même délicat de se lancer là-dedans? Il me semble que c'est assez courant maintenant de faire un stage et puis après de parer soi-même. Alors, si ça s'arrête à parer son propre cheval, je pense que c'est pas un problème. Et j'ai souvent vu des chevaux qui étaient moins sensibles et mieux dans leurs pieds quand c'était le propriétaire qui parait que quand c'est certains professionnels. Avant, j'avais tendance à dire ouais, mais quand même, chacun son métier, mais finalement, je me dis en pieds nus, pour autant que le cheval il ait une usure plus ou moins naturelle et que les gens fassent juste un petit roll pour pas que ça casse, etc. Ça peut encore aller, mais après, faire un stage sur des pieds morts, comme j'ai souvent vu, mais sur des pieds morts, parer un cheval comme ça, dans ces stages, je ne suis pas sûre qu'on sache ensuite parer son propre cheval à la maison. Parce que, les chevaux, comme je disais, c'est en entier, hein, c'est pas juste un pied, quoi. Donc, j'entends souvent le mot pied fonctionnel. Et je trouve ça complètement débile parce que finalement, moi, je cherche à avoir un cheval fonctionnel et pas un pied fonctionnel. Parce que ça m'est arrivé plein de fois, non, pas plein de fois, mais ça m'est souvent arrivé de parer des chevaux et honnêtement, le pied est pas beau. Mais si je cherche absolument à avoir un pied comme dans les livres, le cheval, il marche plus, quoi. Parce que, je sais pas, un cheval naviculaire, si je fais un certain truc, pour rendre le pied beaucoup plus juste dans sa conformation, le cheval il va plus marcher. Donc voilà, des fois il faut quand même se dire que des fois le pied est pas beau, ou alors par exemple un cheval qui a vraiment une très longue pince qui part sur l'avant, oui, on peut râper en bout, mais à un bout d'un moment il y a des limites, quoi. Alors, on peut pas râper jusqu'au sang, donc voilà, il y a vraiment des limites qu'il faut aussi connaître. Donc je pense que c'est quand même pas si simple que ça. Après, si c'est quelqu'un qui part son cheval de temps en temps et puis que c'est la professionnelle qui lui a montré, voilà, vous pouvez faire ça comme ça, etc., je pense pas que c'est un souci. C'était aussi une de mes questions et qu'on te pose souvent. Tu m'as dit comment s'y retrouver parmi tous les professionnels qui existent, comment savoir qu'on a le bon. Alors, comme on a dit au début, moi, j'ai une réponse assez simple, c'est qu'il faut juste regarder votre cheval et voir s'il est bien dans ses pieds ou pas. S'il n'est pas bien, si vous le sentez sensible ou qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et qui ne vous plaît pas, il faut en parler aux professionnels parce que nous, on n'est pas censé deviner non plus. Mais s'il n'y a rien qui est fait de son côté ou des réponses qui ne vous conviennent pas, il ne faut pas insister parce que c'est de votre cheval qu'on parle. Enfin, c'est quand même un être vivant qui a quand même des... qui peut avoir des douleurs. Et puis ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas correct, quoi. Donc c'est vraiment super important d'écouter son cheval, en fait. C'est juste ça.
Tu l'as dit que c'était aussi pour répondre à une demande que tu avais fait ce métier. Tu vois vraiment une évolution de plus en plus de gens qui te contactent, qui s'intéressent à ça? Oui, alors j'ai souvent en fait eu des gens qui m'appellent, qui sont déjà en pieds nus, mais où ça va pas. J'ai plus de gens comme ça que de déferrage. Alors j'ai quand même quelques déferrages et ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien déferrer les chevaux parce que je trouve que c'est super intéressant de voir l'évolution. Mais c'est aussi intéressant de voir un cheval qui a été pieds nus, avec une certaine manière de parer, etc., où une autre manière de parer va vraiment changer complètement la forme du pied. Donc là, on se dit, ah, mais il y a quand même quelque chose qui ne jouait pas dans le parage, et c'est pas que l'alimentation ou aussi ou ça, parce que je l'ai aussi souvent entendu quand un client dit à la professionnelle ou le professionnel, ah, mais mon cheval, il est sensible, la réponse c'est, ah, mais c'est parce que il doit avoir un problème métabolique, il doit vous pouvez changer la nourriture, il ne faut pas lui donner des céréales. Alors certes, ça peut être ça, effectivement, mais le résultat, c'est que le cheval, il a quand même toujours mal aux pieds. Donc le but après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que du coup, je change ma façon de parer pour qu'il supporte mieux? J'ai vraiment plus souvent des demandes de gens qui ont leurs chevaux pieds nus et puis où ils sont vraiment beaucoup trop sensibles, ou alors c'est les vétérinaires qui m'appellent et puis qui me disent il faudrait peut-être que tu ailles voir ce cheval parce que ça va pas. Puis comme les gens de manière générale ils sont assez convaincus, en fait, ces gens-là ils sont très convaincus par le pied nu, ce qui est bien d'un côté, mais du coup ils se rendent compte que c'est juste pas la bonne manière, en fait. C'est le but, et c'est aussi le but de vendre des chaussures, c'est que ça va quand même aider un tout petit peu à la transition, ou alors à un changement dans le parage. Ça me fait penser à une chose quand on parle de cette évolution. Je crois que tu avais aussi vu qu'aux Jeux Olympiques, les vainqueurs, les Suédois, il y avait plusieurs chevaux qui étaient pieds nus. Est-ce que ça, c'est un message qu'on peut aussi faire du sport avec son cheval, même s'il est pieds nus? Effectivement, ça ouvre des portes. Ça permet de dire aux gens, voilà, c'est pas parce que tu fais du dressage ou que tu fais du saut que tu peux pas être pieds nus. C'est vrai. Après, c'est pas parce que ce cheval-là est pieds nus que ton cheval à toi pourra être pieds nus. Donc il faut vraiment toujours revenir à mon cheval, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se sent, qu'est-ce que je cherche avec ce cheval-là, parce qu'après alors moi j'ai pas encore d'expérience là-dedans, mais c'est une question que je me pose par rapport au cross par exemple, ou au complet, où on voit des chevaux sauter vraiment des trucs assez hallucinants. Et je veux dire, en ferrage, on peut mettre des crampons, des choses comme ça. Est-ce que le pied nu un cheval pied nu peut se permettre d'aller dans l'herbe mouillée, etc. Donc ça, c'est des trucs, j'ai pas de réponse. Moi, j'aimerais croire que oui, mais après, je pense que ça dépend aussi du pied du cheval, de la concavité de son pied, de comment on le pare, si on enlève les barres, si on n'enlève pas les barres, si les lacunes sont profondes, pas profondes, parce que ça va créer un certain relief qui va créer une accroche dans le terrain, mais est-ce que ça suffit ? Voilà, donc de nouveau, il faut revenir aux bases et se dire, ok, ce cheval-là, il est pieds nus, c'est cool, ça veut dire que c'est possible de le faire, mais est-ce que moi, je peux le faire avec mon propre cheval et avec mes propres envies, quoi. J'avais trouvé un article assez intéressant où c'était le pareur de l'équipe de Suède qui expliquait un peu comment il travaillait. Et puis, il disait que selon le terrain, il remettait, alors c'était pas des fers, c'était des fers collés, je crois, quelque chose comme ça. Et que là, à Tokyo, vu que le terrain était tellement parfait, ils avaient pu ne pas en mettre, mais que suivant où ils allaient en concours, c'était inévitable de... Voilà. Ça répond à ma question. Voilà. donc voilà, oui, mais il faut que des gens le fassent pour le savoir, quoi. Il n'y a pas trop d'autres solutions, mais je trouve ça très bien. Puis en même temps, j'espère que ça va pas... motiver des gens qui ont des chevaux qui sont pas du tout faits pour ça à mettre absolument pieds nus, alors que ça ira pas, puis c'est le cheval qui va en pâtir. C'est toujours ça un peu le danger, c'est toujours un peu à double tranchant en fait quand on a ce genre de choses qui va sortir. Donc c'est un peu la conclusion du podcast est un peu la même que celle avec Anya où on parlait du mode de détention, c'est qu'en fait il faut écouter le cheval et que c'est un peu la clé de
de toutes les questions qu'on se pose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Dernière question, est-ce qu'il y a des cas que tu as traités qui t'ont particulièrement marqué, des chevaux où il y a vraiment eu un truc qui a été compliqué et puis... Il y en a tellement. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce qui me marque vraiment particulièrement, c'est comme je l'ai déjà dit avant, mais c'est la vitesse à laquelle un pied peut changer, en fait. Ça me passionne, en fait. C'est vraiment où je me dis, waouh, là, la nature, elle est incroyable. Enfin, où on voit un pied qui était vraiment horrible, tout tordu et tout, puis même 4 semaines après, moi je regarde souvent en fait la ligne de la couronne, où cette ligne elle change, et c'est là qu'on voit en fait souvent que le pied il bouge vraiment dans tous les sens, et puis je trouve que c'est super intéressant, mais un cas particulier je saurais pas te répondre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et non, si, il y en a quand même un qui était justement paré d'une certaine manière, qui boitait depuis 1 année, donc un poulain, enfin pas encore débourré, et puis qui avait l'ostéo tous les mois, hein, parce qu'il était tellement mal que voilà, donc ils ont changé l'alimentation, le ci, le ça, enfin tout, sauf le parage. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais là, j'ai regardé les pieds, j'étais là, mais c'est hallucinant, il avait... Enfin, bon, ça fait quand même un moment que je le suis. J'ai mis des Perfect au foire, j'avais mis des Perfect au foire, plus des pads, des Soulmate, qui sont encore une autre invention de Casey Lapierre, qui est un maréchal en fait, qui a créé la podologie équine appliquée. Et du coup, j'ai quand même fait 2-3 fois en fait, justement pour remettre le cheval à l'aise dans ses pieds. Il avait une grosse pourriture de fourchette, enfin, il y avait vraiment plein de choses qui faisaient que ce cheval, en plus il était tout maigre parce qu'il avait tellement mal de partout. En fait, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup choquée, en fait, c'est vraiment de voir ce cheval, ce pauvre cheval, juste à cause en fait, de mal de pied, en fait. Et le pied était joli, hein. Il était très joli, bien rond, etc., mais il avait mal au pied. Donc voilà, après tous ces changements qu'on a fait, parce qu'on peut se permettre de le faire aussi quand la propriétaire est ouverte, je l'ai revu en fait les changements ils ont été assez longs, mais là maintenant j'ai vu ses pieds et c'est hallucinant, il marche dans les cailloux comme j'ai jamais vu un cheval marcher dans les cailloux, enfin, c'est assez incroyable. Mais le cheval est vraiment soigné, suivi dans ses pieds, nettoyé, mis des petits produits pour durcir la soule, enfin, donc il y a vraiment un suivi derrière aussi du propriétaire qui est vraiment excellent. Mais ce cheval qui a justement pendant 1 année boité et eu l'ostéo tous les mois, du coup l'ostéo, elle l'a revu, elle dit il n'y a rien à faire en fait. Elle a perdu du job. Voilà, elle a perdu du job. Mais bon, moi ça me fait plaisir en fait. Oui. Je m'en fous que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fait ça, mais moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir que ce cheval il est bien en fait. Et que j'ai pu lui donner ce confort-là. Pourtant, le pied avait l'air joli, c'est ça qui... Oui, le pied était très joli, ouais. Et sur le pied, est-ce qu'on voit quelque chose quand c'est trop court, quand ça va pas? Oui, on voit la profondeur de la sôle, en fait. C'est un des seuls trucs que je fais systématiquement. Moi qui fais vraiment pas toujours les choses systématiquement, mais là, c'est vraiment pour avoir mon point de repère, c'est la profondeur de la sôle. Donc, je vais aller chercher, en fait, la profondeur de la sôle à l'apex de la fourchette, donc la pointe de la fourchette, où se lie la corne de la fourchette avec la sôle. Et là, on a une profondeur de sôle qui se crée en fait entre la pointe de la fourchette et la paroi qui se trouve en pince. Donc si cette pente est plus ou moins... alors c'est pas exact, hein. À l'intérieur, on n'a pas les rayons X, malheureusement. À l'intérieur, ça peut être tout à fait différent, mais ça donne un petit point de repère. Et quand justement on voit une profondeur de sôle extrêmement fine, donc une pente assez plate, ça ne veut pas dire qu'il a un pied plat, hein, attention, c'est pas la même chose. Et puis souvent aussi je vais regarder avec mes pouces, des fois j'arrive à enfoncer la sôle avec juste mes doigts, et là je me dis waouh, c'est grave. Donc là ça veut quand même dire qu'il marche sur un caillou, sachant qu'il fait 400-500 kilos. Si juste avec mes pouces j'arrive à enfoncer la sôle, c'est qu'il doit vraiment avoir très très mal quand il marche sur les cailloux, et c'était le cas. Donc là c'était vraiment ça qui m'a
qui m'a fait dire que c'était ce qui lui posait problème. C'est vraiment cette saule super fine et molle. Parce qu'on est dans un pays trop humide. Voilà, bonne conclusion. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura répondu à plein de questions. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Merci bien. Et puis, je mettrai dans la description du podcast ton site internet, enfin, comment te retrouver, et puis où on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!